Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nous avons aujourd'hui une vidéo exclusive à vous proposer. C'est une vidéo de celle-là même qui a partagé la vie du président, le capitaine Thomas Sankara. Vous avez bien compris de qui il s'agit. Il s'agit de Madame Mariam Sankara, ex-première dame du Burkina Faso. Celle-là même qui a partagé la vie du président Sankara, celle qui était avec lui nuit et jour, celle à qui il se confiait, celle à qui il parlait tous les jours. Dans cette vidéo, vous allez voir, elle va vous faire des révélations sur le président Thomas Sankara, leurs relations et bien sûr d'autres choses, d'autres révélations, loin des versions officielles, loin de ce qui a été raconté dans les livres, dans les journaux, dans les documentaires, sur différentes plateformes. C'est une vidéo de celle-là même qui a connu ce héros tant adulé partout sur le continent africain et dans le monde entier. Je suis pressée de connaître la vérité, de savoir ce que les accusés vont dire, de savoir qui a fait quoi. Ça, c'est important pour moi. Et c'est important pour... vous savez qu'il a été assassiné avec 12 personnes. C'est important pour toutes ces familles. Blaise Compaoré est toujours à l'étranger. Bon, mais de toute façon, s'il pense qu'il peut être heureux en fuyant comme ça son pays, parce que quand on a été responsable, on doit quand même assurer, avoir le courage d'assumer ses actes et de venir. Il fuit la justice, il ne veut pas venir. Il était très proche de votre mari. Comment se sont-ils connus ? Moi, quand j'ai connu mon mari, ils se connaissaient déjà. Ils sont militaires. C'est dans le cadre de militaires qu'ils se sont connus. Mais quand je les ai connus, ils étaient très proches. Hein. C'était comme son meilleur ami ? Compaoré pouvait venir à la maison quand il veut. Ils discutaient tout le temps. Et est-ce que vous savez ce qui est à l'origine de l'embrouille ? C'est la politique. Peut-être les idées, parce que j'avais toujours pensé qu'il défendait les mêmes idées. Mais mon mari il a toujours fait ce qu'il a dit. C'est-à-dire que pour lui, c'est l'intérêt général, l'intérêt de la population qui prévalait avant tout. Oui. Donc, vous voyez, peut-être que d'autres, le pouvoir a un autre sens. Il me disait qu'il a beaucoup de choses à faire en peu de temps. Votre mari avait... l'émancipation des femmes très à cœur. Il a beaucoup œuvré pour les femmes au Burkina Faso. Oui. Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutiez à la maison ? On en parle parce que c'est quelqu'un qui est très sensible. Et vous connaissez les conditions de vie des femmes en Afrique. Et donc, ça le touchait. C'est quelqu'un qui a beaucoup participé, qui a beaucoup essayé de défendre le droit des femmes. Ces idées réformatrices ne plaisaient pas à tout le monde. Est-ce qu'il vous avait fait part de craintes concernant sa sécurité ? Il le cachait parce que pour lui, ce qui était essentiel, il voulait vraiment que le pays avance, qu'il y ait des changements qualitatifs dans le pays. C'était important pour lui. Et il pensait qu'il était avec une équipe aussi qui travaillait dans ce sens-là, qui avait les mêmes idées. Il savait qu'il courait à tout moment des risques, il le savait. Il savait qu'il y avait des détracteurs de ce qui se faisait. Et c'est pour ça, certainement qu'il disait qu'il fallait qu'il travaille beaucoup parce qu'il avait peu de temps pour ce qu'il a à faire. J'en arrive au 15 octobre 1987, le jour de ce putsch. Vous vous souvenez où vous étiez, ce que vous faisiez ce jour-là ? J'étais au service. Et une amie m'a appelé, elle me dit qu'on entend des coups de feu du côté du conseil de l'entente où il était. Bon. Ouais, coup de feu, moi, de là où j'étais, je ne pouvais pas entendre. Et quelque temps après, je vois le protocole de la présidence qui vient en voiture avec mes enfants, qui me dit de monter. Et je monte et tout, et puis bon, voilà quoi. Et ça tire. Et on est parti, nous a amenés chez des amis. Et quand est-ce que vous comprenez qu'il ne reviendra plus ? C'est par le soir, par RFI, que j'ai entendu.
Voilà. À ce moment-là, j'imagine que c'est le monde qui s'écroule. Do you want your videos to look like this? Well, in just 14 days, we've taught all these people how to do it. Our program, 14-Day Filmmaker. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est qu'on ressent, c'est difficile à croire. C'est difficile. Oui. C'est fait. Vous vous souvenez des derniers mots que vous avez échangés avec votre époux? Quand il m'a appelé au téléphone pour me dire que le soir, on devait recevoir des amis à la maison. Donc il vous a dit à plus tard, j'imagine? Oui, bon, c'est ça. Vos deux fils avaient 5 et 7 ans à l'époque. Qu'est-ce qu'on dit à des enfants aussi jeunes? C'est pas facile, hein, parce qu'ils apprennent, vous savez. Ils ont su. J'ai pas pu leur dire, mais... Et après, des parents, des amis les ont pris pour me laisser... Voilà, pour me laisser me remettre, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans les jours qui ont suivi le coup d'État? Je suivais beaucoup de persécutions. Oui, j'étais des cailloux dans ma maison, ma voiture a été cassée, et puis il y a une mesure qui est sortie que je ne devrais même pas partir au-delà d'un certain nombre de kilomètres de Ouagadougou. Les enfants ne pouvaient même pas avoir des copains, ils ne pouvaient pas aller jouer. C'était vraiment difficile à vivre. Quelques mois plus tard, vous partez, vous passez finalement de première dame à maman célibataire avec 2 enfants en bas âge, à l'étranger, au Gabon, ensuite en France. Racontez-nous cette vie. À partir du moment où on est en exil, c'est l'exil. Ce n'est pas facile. Et non seulement vous êtes en exil, mais vous devez faire un deuil tout en élevant 2 enfants toute seule. Ah oui, c'est pas facile. On vivait dans l'anonymat. Par exemple, moi, même mes voisins, je ne dis pas qui je suis. Ils ne savent pas qui je suis. Oui, donc les enfants aussi, c'était comme ça. Je vous raconte une anecdote et tout, peut-être que vous ne le mettrez pas. Et un jour, un de mes enfants, il était encore à l'école primaire. Alors, il avait son copain. Je lui dis, tu sais, comme c'est ton ami, tu peux lui dire qui tu es, qui était ton père. Il me dit, oh maman, c'est pas la peine. Et parce qu'il ne peut pas comprendre. Et parce qu'une fois, il a dit à un de ses amis qui dit, ah oui, que si ton père était président, alors moi, ma mère est la reine de l'Angleterre. Que vous êtes, comment on appelle ça, ton père était président et puis tu es dans cette école et vous habitez ici et c'est cette voiture que vous avez. Hein? Donc, vous voyez qu'il ne peut pas comprendre que papa était un président mais pas comme les autres. Donc, bon, ça va, c'est pas la peine, vous voyez. Y a-t-il des moments où vous avez pensé à abandonner ce combat pour la justice? Non, ça ne m'a pas effleuré l'esprit, non. Non. Jamais, même dans les moments les plus difficiles? Non. Non. J'aimerais vous demander comment on mène ce combat, comment on tient, sachant que les assassins de son mari et de tant d'autres personnes sont eux toujours en liberté et ne sont pas inquiétés. Vous n'avez jamais été dans la colère? Bon, ça peut arriver. Mais ça dit que cette colère-là, j'essaie de la dominer. Parce que révolter, je n'ai jamais accepté. La mort de mon mari. Blaise Compaoré vous a-t-il présenté ses condoléances ou exprimé sa compassion? Jamais. Non. Jamais. Et s'il était en face de vous, que lui diriez-vous? Je ne souhaiterais même pas qu'il soit en face de moi. Est-ce que vous avez pardonné les auteurs de cet assassinat? Vous nous avez parlé de la foi, la prière. Est-ce que ça permet de pardonner? Il faut la justice. Le pardon, ça c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui vient du cœur. On ne le décrète pas. Quel est selon vous l'héritage que Thomas Sankara a laissé au Burkina et plus généralement à l'Afrique? La dignité de l'homme africain, le respect de l'homme africain, il a été toujours défendu cette cause-là. Qu'est-ce qu'il voulait pour l'Afrique? Ce qu'il voulait pour l'Afrique, il voulait que l'Afrique se développe, soit indépendant
et que l'Afrique soit respectée dans le concert des nations. Quand vous voyez qu'il inspire toujours les jeunes générations au Burkina, en Afrique et même au-delà, qu'est-ce que vous ressentez? Ça me donne un réconfort. Et je me dis que, en fait, ce qu'il a vu, sa vision était juste. Et que c'est encore d'actualité. Et c'est réconfortant. Qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui de l'état du Burkina? Je pense que comme tout le monde, hein, nous sommes inquiets de voir ce qui se passe dans le pays. Ça lui aurait fait de la peine. Et le problème, c'est que ce n'est même pas au Burkina seulement, c'est dans tout le Sahel. Comment pensez-vous que Thomas Sankara aurait aimé qu'on se souvienne de lui? C'est quelqu'un en tout cas qui a aimé son pays, qui voulait le bonheur du peuple burkinabé et le bonheur des individus, le bonheur de la dignité des Burkinabés, des peuples africains. Vous êtes fier de porter ce nom, Sankara? Bon, c'est lourd à porter, mais je porte. Qu'est-ce qui vous manque le plus chez lui au quotidien? Son absence, le fait qu'il ne soit pas là, voilà, il n'est plus là. S'il nous entend, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Qu'il peut être en paix, justice va être rendue. Enfin, pendant ces années et tout, qu'il m'a soutenu aussi et enfin on va pouvoir arriver au bout de cette attente-là. On connaîtra la vérité. Vous dites qu'il vous a soutenu, ça veut dire que vous avez vraiment l'impression. Vous parlez avec lui, il est là, pour vous, il a été avec vous, à vos côtés tout au long de ce combat? Mais oui. Il ne vous a jamais abandonné finalement? Oui. Sinon, je n'aurais pas tenu aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il est toujours avec moi. Vidéo super éducative, super informative. Waouh les amis, la famille. À travers cette vidéo, nous avons vu l'ex-première dame du Burkina, Mariam Sankara, qui, dans un entretien rare, on sait que l'ex-première dame du Burkina ne donne pas beaucoup d'interviews. Elle ne fait pas des entretiens comme ça à la volée de gauche à droite. Durant toutes ces années, elle est restée dans l'anonymat. Cela est ressorti dans la vidéo. Elle est restée dans l'anonymat, elle et ses enfants. Et c'est une des rares vidéos, une des rares fois que nous la voyons s'exprimer avec autant à la limite, de vulnérabilité. Vous avez vu dans la vidéo comment, en fait, elle s'est confiée naturellement, sans pression, à la journaliste qui était en train de faire cet entretien. Et on a vu toutes ces informations qu'elle nous a livrées. On a vu ce qui s'est passé le jour fatidique du 15 octobre 87, bien avant que le président Thomas Sankara aille dans son bureau. Nous avons tous entendu ce que le président Sankara a dit à sa femme avant de sortir. Il lui a dit que voilà, il s'en va au bureau et il reviendrait le soir parce qu'ils avaient des amis qu'ils devaient recevoir, des invités qu'il devait recevoir à domicile. C'était ça, en fait, le plan de sa journée. Aller à sa réunion, faire ce qu'il avait à faire et revenir chez lui et voilà, recevoir ses invités. C'était ça le programme de la soirée du 15 octobre 1987. Malheureusement, on sait tous comment les choses se sont terminées ce jour-là. Et la première dame, elle-même, nous a confié, nous a livré cette information. C'est vraiment une information exclusive, c'est une information vraiment intéressante. Elle est vraiment utile pour l'histoire, bonne à retenir. Voilà pourquoi on a tenu à vous proposer cette vidéo, parce qu'il y a comme ça dans cet entretien des pépites d'informations qui sont ressorties. Elle a aussi parlé de la relation entre le président Sankara et le président Compaoré. Il est ressorti dans la vidéo que ces deux personnes étaient bel et bien des amis, plus que des amis, mais des frères d'armes. Nous avons entendu dans la vidéo qu'elle a dit que le président Compaoré venait chez Sankara dans son domicile quand il voulait, à n'importe quelle heure.
Et ils discutaient pendant de longues heures. Ils discutaient sans cesse. J'imagine qu'ils discutaient à l'époque de différentes questions, de toutes les questions possibles. Parce que, étant donné qu'ils se connaissaient depuis des années, ils étaient devenus comme des frères, c'était devenu comme pratiquement des confidents. Voilà ce qu'on peut retenir. Donc voilà, ils échangeaient de tout et de rien. Et c'est ce qui est ressorti dans cette vidéo. Et la femme de Sankara, l'ex-première dame, a dit que bien avant de connaître son mari, Sankara et Blaise se connaissaient d'abord, bien avant même qu'elle ne rencontre son mari. Donc, ce qui veut dire que c'est une amitié de longue date. C'est dans le cadre de l'armée, dans le cadre de leurs activités militaires qui se sont certainement connus, qui se sont rencontrés, et c'est comme ça que leur amitié est née, et cette amitié a grandi et s'est transformée pratiquement en une fraternité. Voilà, Madame Sankara nous confirme en effet que le président Sankara et le président Compaoré étaient bel et bien des amis. Ensuite, elle nous a aussi livré ce qui s'est passé le soir du 15 octobre. Elle était à son bureau et on l'a informée, elle a été informée qu'il y avait des tirs nourris au niveau du Conseil de l'Entente. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Pour elle, c'était un jour normal. Donc, comprenez bien ces détails parce que c'est important pour l'histoire. On sait qu'il y a une thèse officielle qui a été comme ça donnée à l'opinion publique. Selon cette thèse, le président Sankara était en train de préparer l'élimination physique des leaders de la révolution. Et selon ce que Madame Sankara a révélé dans cette vidéo, il n'en est rien parce que le programme de la journée était d'aller à la réunion, faire sa réunion et revenir tout simplement à la maison, recevoir ses invités. Et elle-même, elle n'était pas au courant de ce qui se passait. Voilà ce qu'on peut retenir à travers cette révélation qu'elle nous a faite. C'est une information très importante. Et elle a révélé que lorsque les tirs ont commencé, c'est le protocole de la présidence qui est venu la chercher en voiture, elle et les enfants. Elle était au bureau. J'imagine que le protocole a récupéré les enfants de la présidence, il les a mis dans la voiture et ensuite il a rejoint la première dame à son bureau. Et ensuite de là, ils ont été conduits quelque part, je pense qu'en famille, en attendant que les choses se calment. Et c'est le soir, à travers les ondes d'une radio internationale, qu'elle a appris malheureusement le décès de son mari. Et les enfants étaient jeunes à l'époque. Donc voilà ce que la première dame nous a révélé à travers cette vidéo. Ensuite, que faut-il encore retenir de cette vidéo? Après le décès de son mari, elle a traversé une période très difficile. Elle et ses enfants ont été opprimés. Ils ont été pratiquement interdits de mouvement parce qu'ils étaient à domicile et, comme elle a dit, certaines personnes même venaient jeter des cailloux dans leur domicile et ils s'en ont même pris à son véhicule qui a été fracassé, qui a été détruit. Et elle était interdite de sortir. Elle avait un périmètre qui lui avait été assigné qu'elle ne pouvait pas dépasser. Donc voilà, les enfants aussi étaient confinés à la maison. Ils ne pouvaient pas aller jouer avec leurs camarades. Et elle aussi, elle n'était pas libre de ses mouvements. Jusqu'à ce que la situation évolue et elle a été ensuite libre de sortir du territoire. Pas vraiment libre, elle a été pratiquement forcée de sortir du territoire. Elle s'est d'abord retrouvée au Gabon et ensuite du Gabon, elle s'est retrouvée en France où elle allait vivre en exil dans l'anonymat total avec ses deux enfants. Et
comme elle a dit dans la vidéo, elle vivait pratiquement dans un univers où personne ne la connaissait parce que elle-même, elle refusait pratiquement par prudence de dire à ceux qui l'entouraient, à son voisinage même, qui elle était réellement. Donc c'est dans cet anonymat qu'elle a vécu pendant des années et des années. Elle a aussi parlé de comment est-ce que le président Sankara aimait son pays, quelle vision il avait non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique. Et tout ce qu'il faisait, son combat, c'était non seulement pour la dignité de l'homme noir, la dignité des peuples africains, partout dans le monde, partout à la surface de la terre. C'était ça le sens et le but de son combat, c'est-à-dire restaurer la dignité de l'homme noir, restaurer la dignité de l'Africain, faire comprendre aux Africains, à l'Africain et au monde entier que nous pouvons nous en sortir par nous-mêmes et nous n'avons pas vraiment besoin d'une aide qui nous maintient dans l'esclavage, une aide qui brime notre dignité. Voilà le sens du combat que le président Sankara était en train de mener. Et une autre information très importante qu'elle a donnée, elle nous a dit que le président Sankara, c'est comme s'il était conscient qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour faire le travail qu'il était en train de faire, pour mener le combat qu'il était en train de mener. Et c'est pour ça qu'il travaillait d'arrache-pied pour développer son pays, pour arracher des victoires, car il savait intérieurement ou par intuition ou par prémonition qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour mener ce combat. Et nous l'avons vu, effectivement, il a eu très peu de temps. La révolution, en tout cas burkinabé qui avait été enclenchée depuis 1983, n'a pas duré dans le temps. Elle n'a duré que 4 ans. Et Sankara, lui, au moment de sa mort, au moment de son assassinat, il n'avait que 35 ans. Donc, il est vraiment parti jeune. Il n'a même pas atteint la quarantaine. Donc, c'est comme s'il savait que sa vie, le temps qu'il avait sur cette terre n'était pas énorme. Donc, il travaillait d'arrache-pied pour réaliser ce qu'il avait à réaliser sur cette terre. Et c'est vraiment des informations touchantes, des informations intéressantes et qui nous montrent que la valeur d'un homme ne se résume pas au nombre d'années, à la longévité dont il a bénéficié sur cette terre, mais l'utilisation parcimonieuse, rationnelle, efficace du temps qu'il a fait de sa vie, l'impact qu'il a apporté dans la vie des autres, l'impact positif, la différence qu'il fait dans la vie des autres, de ses semblables et dans le monde entier. C'est ça qui fait la valeur d'un homme. Ce qu'il a pu apporter comme changement positif dans la vie de sa communauté, dans la vie de l'humanité, dans la vie du monde entier. Voilà ce qui fait la valeur d'un homme. Et c'est ce que le président Sankara a compris. Et il savait qu'il était en mission sur cette terre. Et il n'avait pas beaucoup de temps pour accomplir cette mission. Et nous savons tous les circonstances dans lesquelles il est parti. Ça a été vraiment malheureux, mais quand on regarde dans la durée, il a marqué son temps, son époque, l'histoire du Burkina et l'histoire de l'humanité. Et à la question de savoir qu'est-ce qu'elle retient de son mari, elle a répondu sans hésiter que c'est quelqu'un qui se souciait beaucoup de l'avenir de son peuple. C'est quelqu'un qui aimait son pays, qui aimait sa patrie et qui était prêt à se battre pour cela. Il travaillait de bonne foi. Et comme elle a indiqué dans la vidéo, il pensait aussi que ceux avec qui il travaillait étaient
dans la même démarche de bonne foi que lui. Mais malheureusement, cette révolution a été pratiquement tragique. C'était une révolution inachevée. Parce que tout simplement, beaucoup n'étaient pas dans la même logique que le président Sankara. Ils le suivaient certes, mais beaucoup n'étaient pas prêts à travailler avec autant de bonne foi, de sincérité et d'intégrité. Et c'est ce qui a conduit à cette fin tragique de la révolution burkinabé et de son leader, le capitaine Thomas Sankara. En tout cas, vraiment, c'est une vidéo que nous avons pris du plaisir à regarder. C'est une vidéo à la fois touchante, émouvante, à la fois triste parce que on a vu la vulnérabilité de l'ex-première dame Mariam Sankara qui, après toutes ces années, continue de porter la douleur et le fardeau de ce passé et de l'histoire du président Sankara et de son décès tragique. Elle a dit que le nom Sankara qu'elle porte est un nom lourd à porter. Alors, il faut dire que cet entretien a été réalisé quelque temps avant le début du procès de l'assassinat du président Thomas Sankara. Donc, elle disait qu'elle espérait qu'à la suite, à l'issue de ce procès, que justice sera dite, que le droit sera dit et qu'ils finiront maintenant par savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la soirée tragique du 15 octobre. Et elle a vraiment insisté sur la nécessité de rendre justice. Elle a dit que le pardon est un acte divin, mais il est nécessaire pour elle, ses enfants et sa famille, et pour les familles de ceux qui sont tombés avec le président Sankara, de savoir ce qui s'est passé, c'est-à-dire rendre la justice, que ceux qui ont commis cette atrocité puissent reconnaître enfin leur tort, leur forfait, et que le droit et la justice soient dites. Voilà les amis, la famille, ce que nous avions à proposer comme vidéo. En tout cas, une vidéo touchante, émouvante, comme nous l'avons dit. Nous avons appris beaucoup de choses à travers cette vidéo, loin des versions officielles, qui sont des versions formatées juste pour contenter le public. Mais avec cette vidéo, nous avons eu une brèche de compréhension des événements tragiques du 15 octobre 87, mais aussi de la vie du président Thomas Sankara, des relations qu'il entretenait avec sa femme et aussi avec le président Compaoré, qui malheureusement a été celui qui a fait la sale besogne et a mis un terme au processus révolutionnaire qui avait été enclenché depuis août 1983. Allez, merci à vous, merci à tous ceux qui, en tout cas, ont souscrit à la chaîne et qui continuent de nous suivre, qui continuent de suivre nos vidéos. À chaque fois que vous souscrivez à la chaîne et que vous laissez un commentaire, cela nous fait énormément plaisir et nous donne le courage, le tonus nécessaire et l'inspiration pour encore vous proposer des vidéos et notre analyse sur certains pans de l'histoire et sur l'actualité réelle, actuelle de notre cher pays, le Burkina Faso. Allez, soyez bénis en attendant la prochaine vidéo. Que la paix, l'amour de Dieu éternel soit avec vous en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. La patrie ou la mort, nous vaincrons.